Grain de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Grain de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Grain de Business. Merci à tous de suivre l'émission régulièrement. Cette semaine, nous continuons notre épopée, notre saga d'émissions en compagnie de Kevin Lin, le cofondateur de Twitch, sur lequel nous avons déjà parlé de plusieurs thématiques par rapport à l'entrepreneuriat à Taïwan. Cette semaine, nous allons terminer ces thématiques en parlant de deux choses principalement. Il s'agira donc d'abord de pourquoi les entreprises taïwanaises ont du mal à s'exporter comme le font les grosses startups américaines. On verra que c'est souvent une question économique. On refera un petit peu de commentaires là-dessus. Et à la fin, on va parler aussi un petit peu des tentatives justement de rôle de l'accélérateur, de l'accélérateur développé par Kevin Lin qui s'appelle MetaTheory et en quoi ils veulent aider justement à aider ces startups taïwanaises, notamment à visiter San Francisco et à se développer dans des grosses structures américaines de la Silicon Valley pour justement faire des concepts qui puissent être adaptables dans le monde entier. Voilà donc sur quoi va s'orienter principalement notre thématique d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous intéressera. C'est la dernière fois qu'on entend parler, en tout cas de cette analyse de Kevin Lin sur le monde des startups taïwanaises, et nous allons donc commencer cette dernière partie par parler du problème des Taïwanais à s'internationaliser. Certaines entreprises, notamment les plateformes d'e-commerce, n'arrivent pas à exporter leur modèle à l'étranger. Pourquoi ? Ou en tout cas, quelle est l'analyse et la vision de Kevin Lin sur ce problème ? Il nous explique tout de suite. Well, e-commerce, depending on the type, generally. L'e-commerce, même si cela dépend beaucoup du type de modèle d'e-commerce, en règle générale, c'est une industrie à forte intensité capitalistique. Cela demande d'avoir des agents d'exécution opérationnelle très compétents sur place. Et cela va dépendre de votre capacité à trouver des partenaires sur place. Si vous trouvez des partenaires, cela implique que vos coûts vont augmenter et que votre marge va baisser. Mais cela dépend beaucoup du type de produit qui est vendu sur cette plateforme. L'e-commerce peut être aussi très spécifique à certains marchés. Le comportement d'achat en ligne peut être très différent d'un endroit à l'autre. Et Taïwan est déjà très spécifique dans son marché, puisque c'est une île avec tous les avantages urbains de grands pays, mais avec une échelle et des infrastructures idéales pour développer des entreprises d'e-commerce. Pour être plus spécifique, voici quelques exemples concrets qu'on avait partagés avec moi il y a 6-7 ans de ça. Des amis voulaient développer une plateforme de vente de thé. Le concept était bon sur le papier. Le marché du thé est un gros marché. Il suffit de choisir un bon réseau de transport et en théorie, cela devrait marcher. Mais ils étaient tellement fixés sur la livraison locale. Une autre entreprise a aussi changé d'orientation. Je ne me souviens plus de leur début, mais ils se sont tournés vers la livraison de lait frais. Il semble que ce groupe voulait vraiment se concentrer sur la livraison, et la livraison peut être une grande idée. Vous savez, la plupart des choses que nous utilisons aujourd'hui viennent d'Amérique ou d'ailleurs, mais ils y pensent de manière très locale. Une autre raison est que si vous trouvez des investisseurs, beaucoup d'investisseurs ici sont un peu plus conservateurs et se concentrent beaucoup sur les revenus et la rentabilité rapide, alors qu'à San Francisco, bien sûr, cela dépend de l'industrie. Il vous pousse à croître le plus vite possible et à capter votre base de clients avant de vous concentrer sur les revenus et la rentabilité. Ce sont deux priorités qui ne sont pas toujours en concurrence, mais qui le sont souvent, et c'est pour cela que le capital risque existe. Donc je pense que vous voyez ces gens trouver un modèle économique qui fonctionne, mais la croissance est relativement lente à cause de cette focalisation sur le profit plutôt que sur l'acquisition rapide de clients. Pour certains, cela peut sembler presque étranger, car pourquoi ne pas se concentrer sur le profit et y arriver lentement, développer une petite entreprise au fil des ans, puis en faire une grande entreprise? Bien sûr, cela peut marcher.
Mais San Francisco fonctionne si bien parce qu'on prend ce risque. On grandit vite et parfois tout s'effondre. Vous regardez cet excès d'investissement, tout ce marketing, cette base d'utilisateurs théoriques, puis ces entreprises disparaissent complètement du jour au lendemain. Il est donc facile de trouver des exemples où cette méthodologie échoue également. And so it's easy to point to examples where like that methodology is bad too, right? Un autre argument qui revient régulièrement, c'est celui du problème que Taïwan ne serait pas un marché suffisant ou trop fermé pour pouvoir se développer à l'étranger et que c'est le marché qui en fait dicterait la possibilité des Taïwanais de marcher. Kevin n'est pas forcément d'accord avec ça et il explique dans cette partie-là. I think Taiwan is a sufficient tester base. When I first got here, everyone's like, oh. Je pense que Taïwan constitue une base de testeurs suffisante. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, tout le monde disait « Oh, tu ne voudras pas investir dans des entreprises ici parce que le marché taïwanais est trop petit. » Mais je me disais que la plupart des entreprises technologiques à succès sont des entreprises mondiales, d'une part, et que d'autre part, il doit y avoir des marchés ici suffisamment vastes pour un public de testeurs. En pensant aux jeux vidéo, je suis vraiment excité par ce secteur ici, car non seulement il y a beaucoup de professionnels du jeu formés à Taïwan pour des missions spécifiques et qui ont auparavant travaillé sur de grands jeux, notamment des MMO et les meilleurs jeux multijoueurs, mais aussi parce que les Taïwanais passent beaucoup de temps à jouer. Nous sommes l'un des premiers pays au monde en termes de dépenses moyennes par utilisateur par an. En fait, il y a 15 millions de joueurs ou plus sur 23 millions d'habitants. Il serait possible de constituer une audience assez importante rien qu'à Taïwan. Nous nous démarquons à la fois du côté du développement et du côté de la clientèle. Cela vaut également pour les applications numériques, car les Taïwanais passent beaucoup de temps sur celles-ci et ont une propension à dépenser. Je crois vraiment que pour certaines catégories comme le B2B, cela peut être trop petit, bien que Taïwan regorge d'entreprises. Taïwan est presque comme le pays des petites entreprises, donc il y a peut-être des possibilités là aussi. J'entends tout le temps dire que c'est trop petit, que nous ne pouvons pas croître, que c'est impossible car nous sommes trop petits. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre un concept à Taïwan et un concept aux États-Unis ? Pourquoi la plupart des concepts de la baie, de la Silicon Valley, arrivent à être exportés et à devenir des concepts internationaux alors que pour les mêmes concepts faits dans un autre pays, en général, cela ne dépassera pas les frontières. Hein. On peut penser par exemple à BlaBlaCar en France, ou encore ici à Taïwan, toute plateforme d'e-commerce normale, comme on parlait tout à l'heure, hein, peut-être la plateforme MomoShop, comme pour ceux qui la connaissent. C'est un peu la même chose à chaque fois. Pourquoi à la Silicon Valley cela arrive à se démocratiser alors que forcément c'est pas toujours le cas. Par exemple pour Uber, leur modèle à la base était vraiment adapté à la ville de San Francisco, mais au final tout le monde l'utilise aujourd'hui. Pourquoi ? C'est la question qui est posée à Kevin cette fois-ci. Je n'ai pas envie de faire l'effort de héler un taxi et c'est là qu'Uber entre en jeu. C'est comme McDonald's, c'est une marque de confiance pour les étrangers. Les gens qui visitent une ville utilisent Uber parce qu'ils connaissent le service, c'est facile, il n'y a pas besoin de parler à qui que ce soit, pas de barrière linguistique. Le coût est à peu près le même, voire parfois moins cher. C'est pourquoi ça fonctionne, je pense. Est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est nécessairement bien, mais ça marche de cette façon. Et c'est pourquoi des marques comme celle-là fonctionnent si bien à l'échelle mondiale, parce que c'est presque comme une commodité. Vous voulez aller quelque part. Pourquoi mangez-vous parfois chez McDonald's en voyage ? Parce que parfois, c'est un peu de nostalgie. Votre maison vous manque, mais aussi parce que c'est une nourriture fiable. Alors peut-être qu'il n'y a pas vraiment de solution directe pour le moment à Taïwan et que la seule manière de faire développer plus de boîtes taïwanaises serait de les faire travailler à San Francisco directement pour avoir plus de visibilité et aussi des entourages et un écosystème bien plus développé qu'il existe à Taïwan. C'est un peu la réflexion que va nous donner Kevin Lin ici. I think that would help a lot.
Je pense que cela aiderait beaucoup si nous pouvions concentrer plus d'efforts sur la région de la baie, ou même, vous savez, New York et d'autres écosystèmes déjà concentrés et prospères. Ce serait super utile, non seulement pour apprendre à trouver des clients et comprendre leurs besoins, mais aussi pour bénéficier de l'énergie d'être entouré d'autres bâtisseurs et de personnes qui ont déjà emprunté ce chemin. Cela aide énormément et vous construisez un réseau, vous apprenez à connaître des gens, vous pouvez recruter des personnes formidables qui ont déjà construit des choses et qui possèdent l'expertise dont vous avez besoin. Oui, c'est sûr, ce type d'échange est incroyablement précieux. Cela dit, vous ne pouvez pas toujours le faire, tout le monde n'en est pas capable. Alors peut-on faire les deux? Je pense que c'est certainement possible. Il y a maintenant en Amérique toutes ces poches de start-up qui fonctionnent et se spécialisent parce qu'un fondateur retourne dans sa région et ramène un tas de ses amis et ils commencent à construire leur propre mini-réseau qui grandit avec le temps. Mais ils gardent toujours une connexion avec San Francisco. Je pense donc que c'est une stratégie vraiment importante pour Taïwan. So I think that is definitely a very important strategy for Taiwan. Et donc justement, pour faire tout ça, Kevin a développé un accélérateur à Taïwan qui s'appelle MetaTheory et il va expliquer un petit peu le concept en se servant justement un petit peu de ce dont il vient de présenter un petit peu le contenu et expliquer un petit peu son rôle à Taïwan, ou en tout cas celui qu'il veut accomplir. Oui, comme pour chaque start-up, il y aura beaucoup d'expérimentation. Je pense qu'une de nos grandes initiatives est d'essayer de faire entrer des entreprises dans des accélérateurs comme Y Combinator, 500 startups ou d'autres accélérateurs et de commencer très tôt, vraiment très tôt, en travaillant étroitement avec les fondateurs et en gardant les premiers groupes relativement petits jusqu'à ce que nous puissions comprendre ce qui est différent ici. Qu'est-ce que les fondateurs taïwanais ont besoin en termes de mentorat, de programmation ou d'accès qui est unique? S'il y a quelque chose d'unique, il s'agit vraiment de se mettre au travail et de le découvrir. Mais une grande partie de la stratégie est effectivement de faire entrer plus d'entreprises taïwanaises. C'est un exemple simple de stratégie qui, à mon avis, est très bénéfique. Vous y envoyez des gens, ils commencent à réseauter, à comprendre le processus de réflexion, la création du processus d'innovation, le processus de conception de produits, toutes ces choses dont il n'y a pas autant d'expérience ici. Pensez au go-to-market, au marketing, à la construction de votre première base de 400 clients. Je pense que cela fait partie de la stratégie. Mais pour ceux qui ne veulent pas le faire, tout le monde ne peut pas le faire pour diverses raisons, que ce soit la famille ou autre, et donc ils veulent rester ici. Nous pouvons essayer de transporter autant de connaissances et d'expériences ici que possible. Vous devez jouer sur tous les terrains si vous voulez vraiment faire croître un écosystème. Nous avons donc décidé d'essayer et de voir si cela fonctionne, mais cela ressemblera à d'autres accélérateurs d'une certaine manière. La différence sera juste nous, les mentors. Pouvons-nous faire mieux? Nous ne le savons pas, mais nous allons faire de notre mieux. C'est vraiment la principale différence. Maintenant, je pense que nous avons vu beaucoup de choses. J'ai personnellement investi dans presque 400 entreprises. Je ne recommande pas de le faire personnellement en tant qu'ange investisseur, mais j'ai travaillé avec un tas de fondateurs. J'ai beaucoup de schémas de reconnaissance sur lesquels je peux m'appuyer. Mais surtout, j'ai beaucoup d'amis brillants dans leur domaine, très doués pour aider les fondateurs, et j'espère qu'ils nous aideront pendant que nous faisons cela. Et l'objectif est d'aller aussi vite que possible. Vous savez, les accélérateurs traditionnels durent 10 à 12 semaines. Peut-être que nous pourrions sortir les choses un peu plus rapidement. Comment vraiment former les gens le plus rapidement possible? Je pense que plus nous irons vite, mieux ce sera. Il y a tellement de talent ici, c'est ce qui me frappe le plus. Les gens sont très expérimentés. Ils font parfois du travail à la demande, donc ils ne sont pas forcément habitués à créer un produit de A à Z, mais c'est assez facile à enseigner. Apprendre à être à l'aise pour demander de l'aide et poser des questions est également relativement facile à enseigner. C'est donc une de nos hypothèses que si nous nous impliquons plus dans une manière structurée en déployant du capital, ce qui signifie que nous nous sentons très responsables de ce capital, car ce n'est plus seulement le nôtre, mais aussi celui de nos amis et d'autres personnes. Nous serons beaucoup plus rigoureux et diligents à ce sujet. Nous pourrons alors vraiment construire une structure. Je pense que c'est ce qui m'a manqué personnellement. J'aide des fondateurs au hasard de temps en temps, mais ce n'est pas structuré et je ne me sens pas nécessairement responsable.
Je me sens mal à ce sujet, mais je ne ressens pas la poussée éthique. Cette structure m'aidera certainement à me concentrer. Et au final, si les gens n'allaient pas dans cette structure, dans ces accélérateurs pour pouvoir grossir, est-ce qu'ils y arriveraient quand même? Quelle est l'analyse de Kevin Lin sur ce point? Doivent-ils le faire? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Aller et visiter. Faire un YC ou un autre bootcamp de start-up est probablement bénéfique parce que c'est bon de s'immerger dedans et de rencontrer des gens pour comprendre comment cette communauté fonctionne. Quand vous allez à San Francisco, vous allez à un événement où tout le monde parle de trucs dingues, d'idées folles, dont certaines finissent par aboutir. Cela vous donne de l'énergie, une sorte d'espoir et aussi une responsabilité de faire quelque chose. Vous voyez toutes ces personnes autour de vous faire des choses incroyables et cela vous inspire. Pour d'autres raisons plus mécaniques, comment aller là-bas pour rencontrer des investisseurs ou des recrues potentielles, c'est également très précieux. Alors, avez-vous besoin d'y aller pour 1 ou 2 ans? Je ne sais pas si « besoin » est le mot juste. Je dirais que si vous pouvez le faire, cela en vaudrait vraiment la peine. I'd say if you can do it, it would be very worthwhile to do so. Et voilà, les petits épisodes touchent à sa fin pour aujourd'hui de Grain de Business. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. J'espère que cette série d'entretiens avec Kevin Lin vous aura instruit sur pas mal de choses et sur sa vision de l'entrepreneuriat à Taïwan et de la vie à Taïwan. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.